Alors, première définition que je vais rappeler, c'est que E est un extrémal de taux. Ça veut dire que quel que soit M des points sur le tétraèdre, enfin appartenant au tétraèdre, si E est égal à M, si E appartient au segment Mn, alors on va voir E qui est égal à M ou E qui est égal à N. Donc ça, c'est la définition de extrémal. Alors, la première étape, je vais commencer par montrer que, alors, si S est extrémal, E extrémal de taux, ça veut dire que G de E extrémal de taux. Donc ça, c'est la première chose que je vais montrer avec un G qui appartient à l'ensemble des isométries de taux. Alors, je vais poser. Je vais supposer d'abord que E est extrémal de taux. Ensuite, je vais poser E1 qui est égal à G de E. Ça appartient à taux parce que j'ai G de taux qui est égal à taux. Ensuite, je vais prendre M1, N1 appartenant au tétraèdre et je vais poser M qui est égal à G-1 de M1, N qui est égal à G-1 de N1. Alors ça, c'est possible parce que G est bijectif. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Ensuite, qu'est-ce que je dis? Oui, alors comme G est affine, je vais avoir G-1 qui est aussi affine et je vais avoir que G-1 de M1, N1, c'est égal au segment G-1 de M1, G-1 de N1. Et ça, c'est le segment Mn. Alors, comme j'ai aussi que G-1 du tétraèdre, c'est le tétraèdre, pardon, ça va vouloir dire que Mn, ici, est inclus dans le tétraèdre. Alors, après ensuite, qu'est-ce que je vais dire? J'ai E1 qui appartient à... Alors, je vais partir. Je vais dire soit E1 appartient au segment M1, N1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G-1 de E1, il va appartenir à Mn. Ensuite, ça veut dire quoi ça aussi? Ça, c'est E. Donc, ça veut dire que j'ai E qui appartient au segment Mn. Or, je sais que E est extrémal. De taux, enfin du tétraèdre. Donc, ça veut dire que E est égal à M ou E est égal à N. Donc, ça veut dire que G de E, c'est égal à G de M, G de E est égal à G de E. Donc, c'est-à-dire que j'ai E1 qui est égal à M1 ou E1 égale N1. Donc ça veut bien dire que E1 est extrémal du tétraèdre. Donc ça veut bien dire que G de E extrémal du tétraèdre. Étape 2. Alors dans l'étape 2, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que si j'ai un sommet du tétraèdre, alors si un point est un sommet du tétraèdre, alors ce point est extrémal. Alors, on va commencer dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, je vais supposer du coup que S est un sommet. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais regarder les 4 sommets sont non coplanaires. Donc, ça veut dire qu'ils forment un repère affine. Je vais regarder le repère affine que je vais appeler R1, celui qui est constitué avec les 4 sommets et pour origine S1. Donc, je vais regarder le repère qui a pour origine S1 et avec qui est formé avec les 4 sommets. Alors, dans ce repère-là, je vais prendre un point M qui va avoir dans ce repère-là pour coordonnées M1, M2, M3.
Ce point-là, si je le prends dans appartenant au tétraèdre, ça veut dire que je vais avoir, quel que soit i appartenant en 3, je vais avoir les mi qui vont être positifs ou nuls. Ensuite, je vais avoir pareil avec un point n. Alors après, ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je voudrais que S soit un extrémal. Donc, je vais prendre le point S qui appartient à Mn, qui lui est inclus dans le tétraèdre. Donc, je vais partir de là et je vais montrer que S est égal à M ou S est égal à N. Alors, comment je vais faire ça? Je vais me placer dans le repère et je vais regarder que si S appartient au segment, ça veut dire que S, il est considéré comme un barycentre. Donc, ça veut dire que je peux dire qu'il existe un lambda appartenant à 0,1 tel que S, c'est le barycentre. Alors, du point M affecté du coefficient lambda et du point N affecté du coefficient 1 moins lambda. Maintenant, si je commence à passer par les coordonnées, je vais avoir, quel que soit i appartenant à, bon, les en 3 là, pour toutes les coordonnées, je vais avoir lambda mi plus 1 moins lambda ni. Donc ni, c'était les coordonnées du point N qui est ici. Ça va valoir 0. Donc ça définit en barycentre. J'ai ça. Première chose, si lambda égale 0, ça veut dire que S1, il va être égal à N. Si lambda égale 1, ça veut dire que S1 est égal à... Non, c'est S, pardon. Alors attendez, il y a un problème avec les notations. S1. C'est A100 ici. Je vais regarder S1, ce qu'il fait. Donc ici c'est M, et donc je vais regarder si lambda appartient cette fois-ci à ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'égalité qui est écrite ici, c'est une égalité, c'est une somme. Ça là, c'est une somme de positifs. Donc si c'est une somme de positifs, ça veut dire que je vais avoir mi qui est égal à mi qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que bah, du coup je suis là-dedans, donc je vais avoir lambda qui est différent de 0. Donc ça c'est égal à 0, et comme lambda est égal à 0, ça veut dire que lui est égal à 0. Comme lambda est aussi différent de 1, ça veut dire que si ça c'est égal à 0, bah, ça veut dire que comme ça c'est différent de 0, c'est ça qui va être égal à 0. Donc c'est pour ça que ça revient à ça. Et ça veut dire que du coup, je vais avoir m qui est égal à n et qui est égal à S1, c'est-à-dire toutes les coordonnées. Donc ça veut dire que du coup, je vais avoir S1 qui est un extrémal du tétraèdre. Je fais la même chose, donc de manière analogue. Alors cette fois-ci, dans les repères que je vais appeler RI, c'est les mêmes constitués des 4 sommets du tétraèdre, avec origine SI. Donc ça veut dire que je vais avoir que, quel que soit I appartenant à un 4, là les entiers, SI extrémal de taux. Donc ça veut dire que du coup je vais avoir tous les sommets qui vont être des extrémaux. Dans l'autre sens, ici. Alors dans l'autre sens, je vais supposer que le point il est extrémal. Donc je vais avoir un premier cas. Premier cas, le point il appartient à une arête. Donc je vais prendre par exemple S1, S2, puisque de toute façon ça va marcher de manière analogue pour toutes les arêtes. Donc si c'est une arête, comme S est extrémal, ça veut dire que, alors de taux, ça veut dire que du coup S égale S1 ou S égale S2. Donc ça veut bien dire que S c'est un sommet. Deuxième cas, je vais regarder lorsque S appartient à une face. Donc je vais prendre la face S1, S2, S3 par exemple, et ça marchera de la même manière pour toutes les autres faces. Donc je vais faire un petit dessin, ici, là, alors S1, S2, S3, S4, je vais prendre S dans la face qui est ici, alors je vais essayer de mettre de la couleur. Alors je prends S qui est ici, je vais considérer la projection qui est là, c'est-à-dire la projection de S sur le segment S2, S3 par rapport à S1. Donc je vais regarder ça. Et donc je vais avoir que S1, alors S il appartient au segment S1, E1,
qui lui est inclus dans le tétraèdre parce que le tétraèdre est convexe. Donc ça veut dire que comme S est extrémal, je vais avoir quoi? Je vais avoir que S il est égal à S1 ou S est égal à E1. Or, si S égale E1, j'applique le cas numéro 1. Et qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir S qui est égal à S2 ou S égale S3. Donc ça veut dire que S est un sommet. Je fais pareil pour n'importe quelle autre face puisque ça va fonctionner de manière analogue. Donc ça veut dire que si S appartient à une face, ça sera un sommet. Troisième cas. Le troisième cas, c'est quand S est à l'intérieur. Alors, intérieur du tétraèdre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore un petit schéma là. Ici, S1, S2, S3, S4. Alors, je le prends à l'intérieur, ici. Et puis cette fois-ci, je vais faire la projection. Alors, en pointillé, puisque c'est à l'intérieur, ici. Donc, la projection de S par rapport à S1 et cette fois-ci sur la face opposée au sommet. Donc, je vais avoir encore pareil, S qui va appartenir à S1, E1, qui lui est inclus toujours dans le tétraèdre, toujours parce que le tétraèdre est convexe et que j'ai deux points qui appartiennent au tétraèdre. Donc, comme S est extrémal, je vais avoir S qui est égal à S1 ou S qui est égal à E1. Alors, dans le cas où S est égal à E1 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le cas numéro 2. Et donc, si j'ai le cas numéro 2, je vais avoir S qui est égal à S2 ou S égale S3 ou S égale S4. Donc, ça veut dire que S est un sommet. Donc, maintenant, j'ai bien démontré l'équivalence qui était ici. Alors, les deux choses qui sont là, je vais les utiliser pour arriver à la conclusion qui est là. Donc, étape, c'est la combien? La 4 Non, 3, 4, 3. Étape 3. Alors, je prends G qui appartient aux isométries du tétraèdre. Alors, je vais prendre un point S qui est un sommet du tétraèdre. Alors, si c'est un sommet, je vais pouvoir appliquer ce qui est ici. Donc, si c'est un sommet, ça veut dire que c'est un extrémal du tétraèdre. Donc, S, extrémal de taux. Donc, ça, c'est avec le 2, l'étape 2. Si c'est un extrémal, je vais pouvoir appliquer du coup ce qui est ici. C'est-à-dire que G de S, c'est aussi un extrémal. Donc là, cette fois-ci, j'applique l'étape 1. G de S, extrémal de taux. Et donc là, je vais réappliquer, mais cette fois-ci, l'implication, l'équivalence, j'utilise en fait l'équivalence, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc si j'ai un extrémal, alors c'est un sommet. Donc ça veut dire que du coup, G de S, sommet de taux. Donc ça veut dire que du coup, je vais avoir, si j'appelle F l'ensemble des sommets de taux, je vais avoir G de F qui va être inclus dans F. Or, G est bijective. Donc si elle est bijective, ça veut dire que je vais avoir G de F qui est égal à F. Et bien donc du coup, ça veut dire que G permute les 4 sommets. Et en l'occurrence, G appartient à ça. L'ensemble des permutations de... Voilà, terminé. Alors, quelques petites questions. Donc, d'abord, sur la définition de G est dans is de taux. G est dans is de taux. On voit bien que dans son développement, Valérie a supposé que c'était, par définition, G de taux égale taux. Et ça, elle l'a utilisé dès le début, ici. En fait, on peut prendre comme définition un peu plus large G de taux inclus dans taux.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où G est une isométrie, alors G, isométrie, conserve les longueurs. Or, la plus grande longueur, donc la plus grande longueur dans le tétraèdre, qu'on peut créer à l'intérieur du tétraèdre, est conservée. Et elle est conservée uniquement, la plus grande longueur, elle est définie uniquement pour la longueur entre deux, la distance entre deux sommets, SI et SJ. Donc forcément, cette plus grande longueur étant conservée par G, elle va être à l'intérieur de tau. Donc il va y avoir deux points qui sont distants de cette longueur-là, qu'on peut normaliser. Et donc, forcément, ce sera des sommets. Et à partir du moment où les sommets seront donc SI, on montre que SI appartient à im de G, à G de tau. Et comme SI appartient à G de tau et que SI, les sommets sont extrémaux, c'est ce qu'on voit après, on va avoir que tau est inclus dans G de tau. Voilà. Donc ça, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'on pouvait élargir les hypothèses? En fait, maintenant, on peut encore élargir les hypothèses en prenant G appartient à AF de tau, donc une application affine qui conserve tau. Mais maintenant, conserver tau, ça veut dire que G de tau égale tau. Parce qu'on voit bien que si on prend une similitude de rapport 1,5 qui conserve le tétraèdre, elle va pas conserver les sommets, elle va pas conserver les points extrémaux, elle va juste rapetisser le tétraèdre. Pourtant, elle va bien le conserver globalement. Donc, ici, on va supposer ça et ça. Et là, on se rend compte, quand on suit la preuve, qu'à aucun moment, on s'est servi du fait que G était une isométrie. On s'est servi juste de la conservation du barycentre. Donc, tout fonctionne. C'est pour ça que le jury, ici, va insister sur cette hypothèse qui est absolument incontournable. Et, dans une leçon sur les barycentres, va insister sur est-ce que c'est possible d'être affine, parce que finalement, conserver les barycentres revient à être une application affine. Et isométrie, il y a un petit peu de la triche. Donc la seule hypothèse qu'il faut rajouter, c'est que vraiment on a l'égalité ici. Ensuite, une autre question que peut poser le jury, c'est comment vous construisez un tétraèdre régulier? À quel moment on s'est servi qu'il était régulier? En fait, on ne s'est pas tellement servi du fait qu'il était régulier, puisque si on suit les choses, c'est juste affine. À partir du moment où G de tau égale tau, finalement, on s'est servi que du affine, et le fait que ce soit un tétraèdre, on s'est juste servi que c'était un tétraèdre plein, bon, un tétraèdre qui était de dimension 3, voilà. Mais comment on construit un tétraèdre régulier? Ça, c'est si on est sur une leçon sur les isométries. Alors d'abord, comment on construit un tétraèdre régulier? D'abord, l'idée, c'est de savoir construire d'abord un triangle équilatéral. Comment? On prend deux points. Et là, on prend la médiatrice de ces deux points. Okay, et puis, on va prendre ici un point qui est à égale distance. Et il faut que cette distance, donc tous ces points sont à égale distance de ces deux points. Et là, on va prendre un point dont la distance correspond exactement à la distance qu'il y avait au départ entre les deux premiers points. C'est comme ça qu'on construit un triangle équilatéral. Maintenant, ça va être pareil. On va prendre trois points, et ils sont dans un plan comme ceci, et ils forment un triangle équilatéral. Et pour obtenir un tétraèdre régulier, on va prendre la médiatrice de ces trois points. La médiatrice de ces trois points, c'est une droite perpendiculaire au plan. Alors là, évidemment, on parle vraiment de médiatrice, d'isométrie. Là, on est dans le langage complètement euclidien. Et donc, il va passer par le centre de gravité, qui est le centre, qui est tout. Hein, c'est le centre de gravité, c'est l'intersection des médiatrices, c'est tout. Bon, voilà.
Et là, on va prendre une perpendiculaire, ce qui va faire que c'est ça la médiatrice ici. Et cette longueur commune ici, qui est égale à ça, on va la reporter à partir de sorte à ce que ici, on ait exactement cette longueur qui du coup va se reporter sur les trois longueurs puisqu'il y a égalité. Donc il suffit qu'il y ait une longueur qui soit égale. Par continuité, on peut même évoquer, et ce serait pas mal de l'évoquer, le théorème des valeurs intermédiaires. Puisque ici, il y a une certaine distance qui est strictement plus petite. À l'infini, il va y avoir une distance qui est strictement plus grande. Donc entre les deux, comme c'est croissant, il va y avoir une unique valeur, si on va dans ce sens-là, et une unique dans l'autre sens, où la longueur va être obtenue. Donc pensez à parler du théorème des valeurs intermédiaires, et vous construisez votre tétraèdre régulier. Bon. Et maintenant, on va aller par ici. J'aurais supprimé l'étape 3. Directement. Pourquoi? Parce que je dirais, d'après ce qui précède, on peut confondre sommet et point extrémal, donc on a conservation des sommets. D'accord? Alors ce qui est important, je l'aurais remplacé, et ça aurait permis finalement d'éviter un petit peu le point. Ici, on se demande comment on est passé de l'inclusion à l'égalité. D'accord? Parce qu'on peut parfaitement avoir des bijections qui respectent l'inclusion, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure sur une similitude de rapport à un demi. Hein, et ici, le tétraèdre, on a une inclusion stricte, même si une similitude est bijective. D'accord? Donc l'argument ici ne correspondait pas. En revanche, je remplacerai ici par une autre étape 3 qui dirait la chose suivante. Donc, on n'a que is de taux qui agit sur l'ensemble des sommets. D'accord? Et donc, par action de groupe, comme ça nous permet de placer aussi les choses dans l'action de groupe, on a is de taux qui va s'envoyer dans S des sommets. D'accord? Voilà. Dans le groupe de permutation des sommets. Alors, effectivement, parce qu'on a une action de groupe, maintenant il agit comme is de taux agit sur l'espace affine et respecte les sommets, et ben, il y a une action de groupe et automatiquement on va avoir une application. Et en fait, dans l'étape 3, plutôt que faire ça, je pense qu'il y avait le temps de montrer qu'il y a un isomorphisme parce que l'injectivité vient du fait que si G stabilise tous les SI, alors il stabilise un repère, et par le théorème fondamental, G égale identité. Et la surjectivité est intéressante. La surjectivité est intéressante parce que c'est le seul moment où on se sert du fait que l'on a un tétraèdre régulier. Parce que, en fait, quand on va ici avoir... La surjectivité vient du fait que ça c'est S4, puisqu'il y a 4 sommets, que S4 est engendré par les transpositions, et il suffit de voir qu'il y a une transposition par symétrie, toutes les autres on les aura. Et là ici on va prendre S1, S2, et il faut trouver une isométrie du tétraèdre qui permute S1, S2, mais qui laisse fixe S3 et S4. Et là, on peut raisonner par analyse synthèse. Si ça permute S1, S2, ben ça laisse fixe par encore le barycentre, le milieu. Et si ça laisse fixe maintenant S3, S4 et le barycentre, ça va laisser fixe ce plan-là. Donc ça va être la symétrie par rapport à ce plan qui va marcher. On sait que c'est unique, mais il faut vérifier que cette symétrie est une isométrie. Parce que si ce n'est pas une isométrie, ben, perdu, essaye encore. D'accord? Voilà. Donc ici, pourquoi c'est une isométrie? Ben, c'est une isométrie parce que le tétraèdre est régulier et que par régularité,
ce plan, donc là, si je l'appelle, je sais pas, I, on va dire que S1, S2, la droite S1, S2, est la médiatrice du plan I, S3, S4. Ça, c'est perpendiculaire. Pourquoi? Alors, S4 est à égale distance de S1 et S2, S3 est... Voilà, c'est ça. Merci, Florence. Parce que S3 est à égale distance de S1 et S2, S4 est à égale distance de S1 et S2, et I est à égale distance de S1 et S2. Donc, c'est bien la médiatrice. C'est la régularité de ça. Ouais, il va falloir que je revoie ma vision dans l'espace. Et après, ça va aller mieux.